Bonjour à tous, ravi de partager ce topo avec vous sur les racines méniscales de la théorie jusqu'à la pratique dans le cadre de la session au genou du DU d'arthroscopie. Un grand merci à Étienne Cavaignac pour son invitation. Alors Étienne, cette marinière n'est pas fait pour régler la mire, mais pour rendre hommage d'une part à la Bretagne qui t'envoie son air iodé et d'autre part à la SFA puisque c'était la tenue officielle de la SFA à Rennes en 2019, comme tu t'en souviens. Pour ce topo, nous allons suivre un plan tout à fait traditionnel avec des rappels anatomiques, histologiques, biomécaniques. Et puis, nous aborderons les différentes lésions avant de discuter des techniques de réparation, des soins post-opératoires et des indications. Un premier point très important, c'est le fait de bannir de votre vocabulaire le mot corne au profit du mot racine qui correspond beaucoup plus à l'entité anatomique et histologique de l'ancrage puissant des ménisques dans l'os. Deuxièmement, n'oubliez pas que le segment antérieur du ménisque médial a des particularités et des variations anatomiques et ne vous jetez pas sur ces variations pour tenter des réparations qui ne sont pas justifiées, d'autant plus que les lésions antérieures du ménisque médial sont exceptionnelles. Vous voyez que ces points d'ancrage sont soumis à des tensions très importantes, ne serait-ce que sur des mouvements physiologiques comme la flexion du genou, et cette magnifique diapositive de l'équipe de Christophe Huet le montre bien. Donc, dans la gestuelle habituelle, des contraintes très importantes, et lors de traumatisme, vous comprenez bien que ces racines vont être soumises à des contraintes majeures, et il faudra qu'elles soient très importantes pour aboutir à une avulsion, car vous voyez que cet ancrage est profond. Tani Fuji a bien montré par cette étude scanographique l'étendue et l'importance de la fixation du ménisque médial et du ménisque latéral au niveau des racines postérieures. Et cette coupe verticale montre bien l'intimité du ménisque avec l'os et la profondeur de sa fixation qui en fait un ancrage puissant. Et cette intimité permet également, lorsqu'elle est restaurée, une cicatrisation de ces racines méniscales. Alors, les premières descriptions datent de 91 avec le papier de Pagnani, en sachant qu'initialement, son attention avait été attirée sur la racine de par l'existence d'une extrusion. Au fur et à mesure du temps qui passe, les publications augmentent concernant cette pathologie des racines et qui est certainement beaucoup moins rare qu'on ne veut bien le dire, maintenant qu'on la connaît et qu'on la recherche. Les conséquences de ces lésions, eh bien, elles sont univoques. La lésion de la racine ou d'une lésion, ou la présence d'une lésion radiaire juxtaradiculaire sont des facteurs extrêmement péjoratifs et, comme l'écrit Haller, similaires à une ménisectomie totale, parfaitement bien représentée par ces schémas de Romain Seil. Bien évidemment, cette incompétence méniscale va entraîner des pics de contrainte sur le compartiment concerné, et on comprend bien à la vue de ce schéma bien connu de McDermott une évolution à plus ou moins à court terme vers l'arthrose. La classification de ces lésions a été précisée par la PRAD. Ce n'était pas la première décrite, mais c'est celle qui aujourd'hui est la plus véhiculaire, qui vous permet d'échanger entre vous pour préciser le type de lésion. Vous remarquez que la lésion de type 2 est la plus fréquente, avec 68% des représentations. Et nous verrons tout à l'heure qu'en fonction de la qualité du tissu méniscal résiduel, il est possible d'envisager une suture bord à bord, comme on peut le faire pour une lésion radiaire. Les étiologies sont assez géographiques pour les lésions des racines, c'est-à-dire que la racine postérieure du ménisque latéral sera victime de traumatisme plutôt à haute énergie, et jusqu'à 10% des lésions du croisé antérieur sont accompagnées de ce type de lésion. La lésion du ménisque médial au niveau de sa racine postérieure est-elle plutôt le fait de traumatisme sur un tissu méniscal dégénératif, et les lésions des racines antérieures, elles restent très exceptionnelles et plutôt iatrogènes. Voilà un exemple de lésion de la racine postéro-latérale. Avec, sur cette vidéo, vous voyez la vulsion complète au niveau osseux de la racine. Généralement, ces lésions sont donc le fait d'un traumatisme violent, cependant pas toujours associé à une rupture du ligament croisé antérieur.
ou une autre atteinte du pivot central. Clairement, si ces deux lésions cohabitent, il faut tout réparer en un temps et certainement plus précocement afin de pouvoir mobiliser le ménisque et plus aisément avant qu'il soit rétracté ou fixé de façon cicatricielle en mauvaise position. Il est très important de prendre connaissance de l'IRM lorsque vous êtes dans le contexte d'un traumatisme à haute énergie afin de faire un bilan précis de ces racines. Comme c'est le cas ici, et vous voyez que sur cette IRM réalisée de façon précoce, eh bien, l'hémarthrose fait office de produit de contraste et vient cercler la racine qui est complètement détachée de son insertion tibiale, aussi bien sur la coupe frontale que sur la coupe sagittale. Alors, attirez l'attention de vos radiologues correspondants sur le fait que vous êtes intéressé par cette région et ne vous contentez pas ni de planche contact ni de compte-rendu. Lorsque vous avez un traumatisme à haute énergie, prenez connaissance attentivement de ce segment méniscal postérieur. Voilà typiquement l'entorse grave associé. Sur les ménisques médiaux, le tableau clinique est plus fruste. Voilà un patient que j'ai pris en charge récemment, en bonne santé, sportif, qui, à la suite d'un mouvement de freinage brutal, jambes tendues, a eu des douleurs qui ne l'ont pas empêché de reprendre son match au bout de quelques minutes, mais qui l'ont amené à consulter au bout de 3 mois parce que le genou restait douloureux avec des épisodes de gonflement sans blocage. Cliniquement, rien à dire, bonne musculature, discret varus du sportif et puis un testing ligamentaire parfait. Alors, j'attire quand même votre attention sur le blocage fin méniscal que vous rechercherez en décubitus ventral et vous verrez qu'il peut exister un petit flessum et que vous allez réveiller une douleur en appuyant sur le talon. Romain Seil et son équipe ont également décrit des douleurs projetées sur la partie postérieure de l'interligne lorsque vous faites un testing en varus, jambe en extension. Dans ces lésions sur ménisque dégénératif, il faut accorder une grande importance au bilan radiographique. En effet, vous comprenez bien que si le cartilage est pincé et que l'interligne est déjà diminuée de hauteur, ce n'est plus un problème méniscal, mais c'est un problème d'arthrose débutante. À l'IRM, sur ces genoux, vous pourrez voir une extrusion et si elle est présente, supérieure à 3 mm, il faudra vraiment faire un bilan précis de la racine postérieure que vous pourrez éventuellement voir avulser lorsque les coupes sont précises, fines et attentivement examinées. Voici un exemple de lésion survenant sur un type 4. Alors là, c'est une lésion découverte de façon chronique et c'est pour cela que j'y attire votre attention parce qu'on retrouve effectivement l'extrusion du ménisque médial, mais vous allez voir qu'au niveau imagerie, c'est beaucoup moins spectaculaire que lors de l'arthroscopie. On se doute qu'il existe quelque chose, aussi bien sur la face, sur le profil, mais on ne s'attend pas forcément à trouver une lésion aussi importante. Et donc, vous serez très, très attentif à cette extrusion qui signe souvent une lésion assez grave. Et bien évidemment, là, vous voyez qu'il existe des lésions cartilagineuses sur le condyle. On n'est plus dans l'avulsion de la racine postérolatérale chez le jeune sportif. On peut même pousser le raisonnement et l'étendre à ces patients du 2e voire 3e âge qui présentent à la suite de mouvements plus ou moins violents des douleurs brutales avec à l'examen clinique une symptomatologie méniscale, mais qui peut également être fruste à tel point qu'on parle d'épidémie silencieuse dans ce papier de Sinke. On peut même pousser le raisonnement un peu plus loin avec mon maître et ami Jin Han, coréen de renom s'il en est, qui s'intéresse à cette racine postérieure du ménisque médial depuis longtemps, car le style de vie asiatique et coréen en particulier expose les patients à des positions accroupies très fréquentes. Et vous voyez qu'il a étendu ses réparations même pour des arthroses assez évoluées sur le plan radiographique. Sa conception est d'ailleurs très intéressante. Il compare le ménisque médial dégénératif à la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire que la chirurgie ne va pas changer fondamentalement la puissance, mais donner du confort et participer à la gestion de la douleur.
et c'est pour cela qu'il a tendance à réparer ou à pousser les indications de réparation de ces racines de ménisque médial. Un mot sur les racines antérieures, elles sont lésées de façon anecdotique et plutôt de façon iatrogène, comme lors d'une introduction d'un bistouri pour faire une voie instrumentale qui va être trop bas, trop proche du mur méniscal et de ce fait entraîner une lésion de type radiaire. Je vous invite au début de votre expérience à matérialiser le trajet de votre incision par une aiguille intramusculaire. On peut également avoir des lésions de ces insertions antérieures des ménisques lors de la réalisation des tunnels de plastie ligamentaire, notamment sur les petits genoux ou sur les gros transplants. Les cas traumatiques sont très rares. Pour ma part, le seul cas que j'ai rencontré, c'était dans le cas d'une luxation du genou. Ici, la lésion survient après débridement d'un kyste méniscal, donc sur un tissu un peu fragilisé pour un traumatisme anodin. L'intérêt de cet article est le mode de réparation avec une encre type Bancart qui permet de suturer de façon efficace le segment antérieur et la racine méniscale médiale. Il faut garder à l'esprit cette diapositive qui montre que l'évolution vers l'arthrose elle est rapide lorsque ces lésions ne sont pas réparées. Et donc, nous allons maintenant aborder le chapitre de la réparation. Cette réparation, elle peut faire appel à des instruments que vous côtoyez et que vous utilisez régulièrement, et d'autres moins souvent, sauf si vous faites de la chirurgie de l'épaule, comme ces crochets d'angulation variée, cette pince automatique, ou ce type de pince dédiée. Donc, vous voyez que ces ancillaires ne sont pas forcément disponibles systématiquement dans votre bloc opératoire de chirurgien du genou. De ce fait, plus vous anticiperez ces lésions, plus vous serez préparé à les prendre en charge. La suture transosseuse, c'est la clé de voûte de la prise en charge des lésions de racines puisque c'est la plus solide. Vous débutez par aviver le site où vous allez réimplanter votre ménisque, qui n'est pas toujours le site anatomique. Si le ménisque est un peu rétracté, vous allez le fixer là où il peut venir. Cet avivement fini, vous allez réaliser un tunnel à l'aide d'un viseur que j'appelle low profile, c'est-à-dire plutôt pas avec une petite dent pour ne pas abîmer le cartilage avoisinant. Vous allez positionner une broche guide qui peut suffire à faire le trajet, puisqu'elles font 2,4 mm de diamètre en règle générale, mais vous pouvez l'agrandir, ce qui permet un meilleur contact entre le ménisque et l'os. Vous allez passer une ou mieux 2 sutures dans votre racine et les fixer à la surface du relief osseux appuyé sur un endobouton. Quel type de nœuds sont à recommander? Eh bien, pour ma part, j'utilise ce nœud dit en tête d'alouette, qui est simple, fiable, rapide et très facile à réaliser à l'aide d'une pince automatique. Voilà l'exemple de la technique appliquée à la racine postérieure du ménisque latéral. Vous voyez cette pince, on voit le nom du fabricant puisqu'elle est dédiée genou, ce qui n'est pas le cas de nombreuses pinces automatiques qui sont plutôt encombrantes. Voilà les 2 sutures passées et voici le principe de refixation appuyé sur un endobouton. Alors, sur le ménisque latéral, la position de cabotte généralement ouvre suffisamment l'espace, d'autant plus qu'il existe une lésion du ligament croisé antérieur. C'est moins vrai sur le compartiment interne, nous y reviendrons tout à l'heure. Vous pouvez également faire des sutures all-inside, c'est-à-dire si le tissu méniscal de part et d'autre de la lésion est de qualité suffisante, vous pouvez faire des sutures horizontales. On sait que ça marche, on le sait d'ailleurs depuis qu'on réalise des substituts méniscaux, et c'est effectivement mes premiers points horizontaux que maintenant j'ai étendus au fente radiaire et aux lésions juxtaradiculaires si le tissu méniscal est de bonne qualité. Quel type de points réaliser? Eh bien, cette diapositive issue d'un topo de Nicolas Pujol montre bien, à travers l'étude de Kosabe, que les sutures obliques sont de bonne qualité. Lorsque je réalise ces sutures obliques, je vais dans un premier temps introduire mon aiguille de façon divergente par rapport à la lésion et dès que j'aurai passé le tissu méniscal, je vais basculer mon aiguille de façon convergente à la lésion pour avoir un effet pince de crabe qui va augmenter la solidité de ma suture. Dans de rares cas,
je suis amené à réaliser une suture horizontale complémentaire pour renforcer la suture, d'autant plus qu'elle est un peu sous tension. Tous ces principes sont parfaitement expliqués dans l'article de Philippe Beaufils sur les réparations méniscales. Les sutures au crochet sont plus délicates à réaliser. Je vous conseille, si vous les faites, d'utiliser un fil résorbable afin de ne pas laisser un nœud volumineux intra-articulaire susceptible d'abîmer le cartilage. Si vous travaillez sur le compartiment interne, il faut absolument réaliser un pie crusting qui va vous permettre d'augmenter l'espace de travail, d'autant plus que si vous voulez utiliser une pinte automatique, vous avez besoin d'un volume de travail assez conséquent. Et effectivement, c'est dans ce cas de figure que les sutures au crochet peuvent se justifier dans ma pratique. J'utilise également une voie transtendineuse de type Gilquist qui va me permettre, avec une pince à fragments, de tirer sur ma racine postérieure de ménisque médial de telle façon à l'amener plus dans un espace de travail au niveau de l'échancrure qui va me permettre d'utiliser ma pince automatique. Sur les racines antérieures, vous avez vu la technique type Bankart expliquée dans le papier de Feucht. Vous pouvez également utiliser ce type de suture que vous reconnaissez. Vous allez réaliser un premier tunnel transosseux que vous allez pouvoir utiliser pour passer ces sutures et utiliser un fil assez facilement grâce à cette petite boucle qui va vous permettre de le récupérer. Comme sur cet exemple, alors je prie de m'excuser de la qualité de la photo, qui est une photo de scopie. Voilà, il s'agissait d'une reprise de ligamentoplastie avec un tunnel qui avait été fait de façon trop antérieure. Et nous avons repris à Rennes avec le Dr Common ce patient pour réaliser une plastie au fascia lata et une suture du segment antérieur du ménisque latéral qui avait été décollé par la plastie ligamentaire. En post-opératoire, il n'y a pas réellement de consensus. Si vous laissez votre patient 4 à 6 semaines sans appui avec une attelle limitant la flexion à 90 degrés, vous serez dans la vérité. Dans le service, nous utilisons une attelle articulée qui est verrouillée la nuit et déverrouillée la journée par secteur de 30 degrés tous les 15 jours. Au bout d'un mois, néanmoins, on autorise une remise en charge protégée par 2 cannes béquilles et le sevrage de l'attelle se fait aux alentours de la 6e semaine. J'insiste sur l'importance de ne pas pratiquer de sport à impact avant 6 mois. Vous retiendrez que chez les sujets jeunes, les lésions de racines sont souvent postérolatérales, elles nécessitent un traumatisme violent, le tissu est sain et accessible à une réparation qu'il faudra réaliser de façon précoce afin d'éviter une rétraction du tissu méniscal. Au niveau du ménisque médial, eh bien, les choses sont plus pernicieuses, le traumatisme peut passer inaperçu, la réparation est plus complexe sur un tissu dégénératif et ce qui emportera votre décision, c'est le bilan paraclinique, notamment l'existence d'un pincement articulaire à la radio, quoique nous avons vu qu'avec Anne, cela n'était pas forcément rédhibitoire. En conclusion, retenez que ces lésions des racines sont extrêmement arthrogènes de par leur effet de type ménisectomie totale. Ce sont des lésions qui nécessitent un matériel dédié qui n'est pas forcément disponible dans votre arsenal. Il faut donc les anticiper le plus possible par l'interrogatoire de votre patient, par l'examen attentif de l'IRM. Et puis, les techniques de réparation fonctionnent, même s'il existe des échecs, et il faudra informer votre patient de ces échecs potentiels. Préférez au moindre doute les réparations transosseuses qui sont plus solides. Je vous remercie de votre attention, encore un peu d'air iodé, et puis j'espère à très bientôt en présentiel et pourquoi pas au cours national d'arthroscopie pour les travaux pratiques sur ces racines. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.